1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'hôpital de Berzabeh et ses alentours dans le sud d'Israël, quelques minutes après avoir été touché par un missile iranien. Ce matin, le régime de Téhéran intensifie ses frappes. 2 villes particulièrement ciblées, Jérusalem et Tel Aviv. Où vous vous trouvez, Frédéric Simon, vous confirmez la violence de ces frappes, vous sortez à peine de votre abri. Oui, on a effectivement reçu l'ordre ou l'avis nous donnant la possibilité de sortir de la pièce sécurisée il y a environ un quart d'heure, c'est-à-dire une demi-heure après que les alertes ont retenti dans tout le pays, quasiment toutes les régions d'Israël, et comme tous les habitants d'Israël, nous avons dû gagner la pièce sécurisée de l'appartement. Cette salve de missiles lancée depuis l'Iran a été nettement plus fournie que celle de ces dernières 48 heures. 25 missiles environ. L'un d'entre eux s'est abattu sur un hôpital, celui de Soroka, c'est dans la ville de Be'er-Sheva, dans le sud d'Israël. Les dégâts matériels y sont considérables. Un autre projectile a atteint de plein fouet un immeuble d'habitation dans la banlieue sud de Tel Aviv. Il y aurait un blessé grave, mais à l'heure où nous parlons, le bilan n'est pas encore définitif. Parallèlement, l'aviation israélienne a frappé pour la première fois la centrale nucléaire d'Arak, dans le centre du pays. On assiste à une diversification des objectifs visés, puisque le quartier général de la police iranienne a été entièrement détruit à Téhéran, signe qu'Israël cherche à déstabiliser le régime et son système répressif pour installer peut-être une forme de chaos, voire même pour encourager les opposants à prendre l'initiative. Les diffusions de la télévision d'État ont d'ailleurs été perturbées par des appels au soulèvement. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. On vous retrouve dans le journal de 7h30. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira à nouveau demain, tandis qu'à Washington, on s'apprête à descendre dans la Situation Room de la Maison-Blanche. Rémi Amalvi, Donald Trump devrait lever le suspense. On se rapproche d'une intervention directe des États-Unis dans ce conflit. Oui, ce que l'on peut dire ce matin, c'est que Washington a bien l'intention de frapper l'Iran. Reste à déterminer la bonne fenêtre et le bon timing. Interrogé hier sur une intervention américaine, Donald Trump a répondu qu'il allait peut-être le faire, peut-être pas. Je ne cherche pas à me battre, mais si le choix c'est de se battre ou que les Iraniens aient la bombe nucléaire, il faut faire ce qu'il y a à faire, a ajouté le président américain. La nuit dernière, l'éventualité d'une frappe américaine a été à nouveau discutée lors d'une réunion dans la Situation Room de la Maison-Blanche. L'objectif serait de réussir à détruire les installations nucléaires souterraine sans pour autant déclencher un conflit total avec Téhéran. L'option envisagée reste l'utilisation des bombardiers B-2 avec leurs bombes GBU-57, les seuls capables d'atteindre et de détruire les bunkers enfouis à des dizaines de mètres sous terre. Une troisième réunion dans la Situation Room est d'ores et déjà prévue un peu plus tard dans la journée. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Washington qui a commencé à évacuer le personnel de son ambassade à Jérusalem. Plusieurs vols et navires sont en cours de préparation pour permettre également l'évacuation des ressortissants américains qui souhaiteraient quitter Israël. Donald Trump qui écarte la proposition de médiation de Vladimir Poutine dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Le président russe qui affirme que l'Iran n'a pas demandé l'assistance militaire de Moscou. Pendant ce temps, en Europe, c'est un peu parler plus fort. Je vous entends pas. Emmanuel Macron tente de prendre le leadership d'une Europe spectatrice de ce conflit au Moyen-Orient. Le Conseil de défense et de sécurité hier à l'Elysée, le chef de l'État annonce une initiative européenne pour mettre fin à l'escalade en cours, dit-il, Alexis de la Fontaine. Oui, Emmanuel Macron veut montrer sa fermeté vis-à-vis d'Israël et dénonce des frappes sans lien avec le programme nucléaire iranien, mais qui causent de nombreuses victimes civiles. Selon l'Elysée, le risque d'escalade militaire reste très inquiétant. Il faut donc mettre fin d'urgence à ces frappes. Pour cela, Emmanuel Macron souhaite entamer un dialogue sans concession avec l'Iran, à qui il demande de stopper ses activités de déstabilisation régionale. Le chef de l'État charge également son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de lancer une initiative avec nos alliés européens dans les prochains jours afin de proposer un cessez-le-feu et un processus de paix entre les deux pays. Enfin, à l'issue de ce Conseil de défense, aucune mention à Donald Trump ou à la position américaine n'a été communiquée. L'Elysée veut montrer que la voix de l'Europe peut encore avoir de l'importance dans ce conflit, même sans le soutien de l'oncle Sam. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Alors, mettre fin aux opérations militaires, appel au cessez-le-feu, ça n'a pas plu du tout au président Trump. Le chef de l'État, déjà sévèrement recadré à l'issue du sommet du G7, a été la cible d'une nouvelle mise au point du patron de la Maison-Blanche, un cessez-le-feu, et puis quoi encore, Donald Trump. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de bien. Écoutez, il a dit que je rentrais à la maison pour
pour obtenir un cessez-le-feu. Ce n'était pas un cessez-le-feu, c'est bien plus que ça. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi tu utilises le mot cessez-le-feu? Ce n'est pas le bon mot. Parce que cessez-le-feu, ça paraît un peu comme une pause. On ne cherche pas un cessez-le-feu. On veut une victoire totale. Et vous savez ce que c'est la victoire? Pas d'armes nucléaires. Donc j'ai pensé que c'était vraiment mal dit de sa part. Donald Trump hier à la Maison-Blanche. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Ce rebondissement à présent dans l'affaire Grégory, ce petit garçon retrouvé mort dans les eaux de la Vologne, dans les Vosges, en 1984. La justice ordonne un nouvel interrogatoire de Jacqueline Jacob en vue d'une possible mise en examen. La grand-tante de l'enfant est soupçonnée d'être le corbeau, l'auteur des lettres de menaces anonymes envoyées aux parents de Grégory. William Molinier. Oui, Jacqueline Jacob, c'est la grande-tante de Grégory. Dans cette affaire, elle a été désignée par une expertise en graphologie comme l'auteur d'une lettre anonyme adressée en 1983 aux parents Villemain, les parents de Grégory. Jacqueline Jacob et son mari Marcel sont soupçonnés d'avoir écrit plusieurs lettres d'insultes, de menaces et même de revendications du crime envoyé à la famille. Les fameux corbeaux dont on sait désormais qu'ils sont plusieurs dans cette affaire. Tous deux avaient déjà été mis en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Finalement, leur mise en examen avait été annulée pour des vices de procédure et c'est donc sous une autre qualification que la mise en examen de Jacqueline Jacob est désormais envisagée, cette fois-ci pour association de malfaiteurs criminels. La suspecte a déjà eu l'occasion de s'exprimer autour de ces lettres. Je n'ai jamais écrit de courrier, avait-elle contesté récemment. Les parents du petit Grégory ont fait savoir par leur avocat qu'ils espéraient que les langues se délient pour connaître enfin la vérité dans ce mystérieux infanticide vieux de 40 ans. William Molinier. Et elle a illuminé Roland Garros, mais devra en passer par les qualifications pour disputer Wimbledon. La Française Loïse Boisson n'a pas décroché de wildcard. Une invitation en français dans le texte, c'est qui lui aurait permis de rentrer directement dans le grand tableau, mais les organisateurs ont privilégié les joueurs et joueuses britanniques. La Française demi-finaliste à Roland-Garros va donc en passer effectivement par les qualifications. Réaction de son agent Jonathan Danière de Végy. Vu son parcours à Paris, on était en droit d'espérer. Mais voilà, pas une déception plus que ça, d'un côté comme de l'autre. Là, on prend acte de la décision. Elle est prête dans tous les cas à jouer les qualifications. Elle a fait tout ce qu'il fallait depuis Roland-Garros pour se remettre à fond dans son entraînement. Elle s'est bien préparée sur herbe. C'est la première fois même qu'elle voyait un terrain sur herbe. Donc c'est une toute nouvelle expérience pour elle. Depuis qu'elle a découvert la surface, elle prend beaucoup de plaisir et elle s'amuse beaucoup dessus. Et donc c'est très positif pour l'instant. Elle prend chaque tournoi de la même manière, que ça soit Roland-Garros, Wimbledon, Saint-Gaudens. Elle aime bien souvent dire, Loïs, que dans tous les cas, si elle fait un tournoi, c'est avec toujours l'objectif de le gagner, peu importe le tournoi. Jonathan Danière de Végy, agent de Loïs Boisson, il était interrogé par Charles Bouchin. Et puis l'Euro de basket féminin, les Françaises s'imposent de justesse face aux Turcs, 71-69. Les Bleus enchaînent ce soir face au pays hôte, la Grèce, coup d'envoi à 19h30. Merci Christophe Lamar, c'était votre journée.